Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour la présentation du bilan de cette deuxième année du Ségur numérique. Euh, je vais vous présenter donc l'ordre du jour qu'on a préparé, qui est assez volumineux. Donc, on va essayer de commencer à l'heure et de terminer à l'heure surtout. Alors déjà pour commencer, ben, le Ségur numérique, comme vous le savez, il est organisé au niveau régional par, on va dire, une task force tripartite, assurance maladie, GCS, groupement régional e-santé Bretagne et ARS. Ben, déjà, voilà tous les intervenants qui vont vous présenter ce bilan de cette deuxième année lors de cette présentation. Et donc, pour chaque intervenant, vous aurez également, si vous avez des questions supplémentaires, la possibilité de les contacter directement via leurs adresses mail. L'ordre du jour, on va commencer par très rapidement les actualités diverses, avec notamment la journée régionale de la cybersécurité qui est prévue le 12 décembre, le bilan de l'année 2022-2023 qui va être finalement la majeure partie de cette présentation. Et puis, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Présentation des perspectives et des prochaines étapes. En termes de bonnes pratiques, alors n'hésitez pas justement à poser vos questions dans le chat, puisque nous, on ne vous entend pas et vous n'avez pas accès à l'audio. Donc, on répondra aux questions qui sont posées dans le chat. Vous pouvez également poster commentaires et réactions. On vous conseille également de mettre la lecture du support en plein écran. Euh, Suite à ce bilan, on reviendra vers vous de toute manière avec la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Et puis, on répondra à toutes les questions par écrit, les questions qui seront posées bien évidemment dans le chat. On commence donc avec la première partie, actualités diverses. Euh, pour vous parler très rapidement de la journée cybersécurité qu'on organise le 12 décembre 2023 au Triangle à Rennes, avec justement donc, la présentation du programme qu'on a convenu. Une ouverture de la journée par Élise Noguera, suivie d'un panorama de l'actualité cyber qui sera présenté par le directeur de l'APSIS, l'Agence pour la sécurité des systèmes d'information de santé, Vincent Trelli. Il y aura un déchiffrage des actualités réglementaires SSI avec toutes les organisations nationales qui interviennent dans le cadre de la cybersécurité, mais au niveau national. Sylvain Ruelland représentera l'ANSSI, Élodie Chaudron pour l'ANS, Patrice Bijard pour le ministère de la Santé et de la Prévention et Nicolas Vos pour la DGOS. On vous montrera ensuite l'autopsie d'une cyberattaque d'une demi-heure. Donc là, c'est vraiment un hacker éthique qui fera une démo. Cocktail déjeunatoire sur 1h30. Et puis, on ouvrira ensuite l'après-midi par un CTF, c'est un Capture the Flag. C'est vraiment réservé aux équipes techniques des établissements de santé. Et ça a vocation à être un challenge entre équipes et ça a également vocation de fait à former ces équipes durant ce challenge. Et ils auront accès également à la plateforme de Capture the Flag durant toute la semaine. Un quiz cyber régional qui suivra. Et puis, la grosse partie de l'après-midi, les rétex des victimes de cyberattaques récentes, notamment chute Brest, chute Rennes. Florent Kirchner nous présentera ensuite la stratégie nationale d'accélération. Donc là, c'est vraiment le SGPI, hein, le secrétariat général pour l'investissement qui interviendra et donc qui présentera les principaux enjeux socio-économiques de demain, l'investissement de façon exceptionnelle et massive dans une approche globale en termes
de numérique en santé, remise des prix, et puis la journée se terminera par un cocktail. Les places, les inscriptions sont pratiquement complètes. Néanmoins, n'hésitez pas à nous faire part si vous n'arrivez pas à vous inscrire. Il y a le lien qui est spécifié ici de votre souhait de participer et on verra ce qu'on peut faire. On commence tout de suite par le bilan année 2022-2023 et je laisse la parole du coup à mon collègue Loïc Charpentier qui va nous présenter cette slide-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, abordons le bilan des 2 dernières années, 2022 et 2023, en matière de Ségur numérique sur la région Bretagne. Le Ségur du numérique, comme vous le savez, nous permet de favoriser le partage d'informations sécurisées entre les professionnels de santé, mais également avec les patients, avec l'arrivée de Mon Espace Santé depuis août 2022 et la généralisation de ce nouveau service numérique de santé ouvert à tous les citoyens français. L'objectif, c'est bien d'améliorer donc la coordination des professionnels, de fluidifier les parcours en évitant, par exemple, la redondance des examens, en permettant le partage du bon document, de la bonne information aux professionnels qui en a besoin dans le cadre des prises en charge. Donc, le Ségur numérique, c'est tout ça. Grâce à ces outils communicants, ça permet de décloisonner l'hôpital, la ville, le médico-social et le champ du domicile. Donc, voilà les actions que l'on a pu commencer à mener depuis 2 ans. La première, c'est en effet d'équiper les professionnels, c'est le point de départ, avec un logiciel dit Ségur compatible, c'est-à-dire qui permet d'utiliser les référentiels et services socles que sont le DMP, la MSS, l'INS, donc des logiciels qui vont permettre d'utiliser ces standards et permettre de communiquer, d'être interopérable avec les logiciels des autres professionnels. La deuxième étape qui a été enclenchée, le deuxième rouage, c'est de déployer vraiment, donc concrètement, d'activer ces services socles au sein des solutions logicielles, parce que c'est pas le tout d'avoir un logiciel qui permet de faire, il faut aussi commencer à activer les services socles et à faire réellement. Euh, c'est également la modification des processus. On imagine la qualification de l'INS, l'alimentation. Voilà, tout ça, ce sont des choses à mettre en place. Et donc, le troisième roulement, c'est de développer de nouveaux usages autour de ces outils numériques sur le terrain. Donc là, concrètement, on va aborder l'aspect qualitatif, l'aspect vraiment pratique quotidienne du soin avec ces nouveaux outils et c'est ce qui sera développé à partir de maintenant et sur lequel on va accélérer. Alors, tous ces roulements s'articulent bien évidemment avec un renfort massif de la cybersécurité. C'est pour ça que le roulement cybersécurité, il est lié à tous les autres, puisque du début à la fin, de l'équipement au déploiement jusqu'aux usages, il faudra effectivement renforcer massivement, continuer à renforcer la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information. On le voit aujourd'hui, c'est devenu pratiquement la priorité numéro un dans le cadre de l'accélération du Ségur. Euh, donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, on va aborder le premier rouage, entre guillemets, de ces actions du Ségur du numérique avec voilà, un point d'avancement sur l'installation des logiciels métiers par couloir, par type de professionnel. Donc, un état des lieux voilà, de cet équipement qui va vous être fait par mes collègues du groupement régional e-santé Bretagne et puis de l'assurance maladie. Donc, à vous la parole sur la slide suivante pour commencer avec le couloir hôpital. Olivier. Oui, bon, merci, merci Loïc. Bonjour à tous. Donc, moi, je reviens rapidement en fait sur l'état des lieux, un petit peu des différentes installations qui ont été faites et des différentes mises à jour en fait en lien avec les logiciels métiers Ségur. Donc, ce qu'on peut constater en fait sur la région Bretagne pour le couloir hôpital, c'est que
environ 80% des établissements ont profité des financements, du programme de financement en fait à l'équipement, donc le programme SONS. Et on voit que la plupart d'entre eux donc, ont réalisé des commandes dans ce sens de mise à jour, soit de leur DPI, soit de leur PFI. Donc c'est ce qui va leur permettre derrière en fait de générer en fait l'INS qualifié, de le faire passer en fait de la gamme vers derrière les différents documents qui vont à la fois alimenter le DMP, donc au travers de l'API V2, qui demande aujourd'hui en fait l'intégration de cette INS qualifiée, mais aussi au travers de la MSS. Donc 80% des établissements, c'est aujourd'hui un nombre relativement important. On constate effectivement que certains établissements n'ont pas profité de ce programme pour diverses raisons. Aujourd'hui, on se base en fait sur des stats du national associés vraiment aux établissements en question. Donc, il y a certains établissements, notamment de groupes privés, qui utilisent quelque part un système d'information centralisé. Et donc, la commande en fait de ce programme-là n'est pas associée en tant que telle à l'établissement. Donc, c'est pour ça qu'elles sont hors de ces stats. On constate également que certains en fait n'ont pas profité du programme SONS pour diverses raisons, ce qui ne les a pas toutefois empêchés de se mettre à jour au niveau de leur solution Ségur. Donc, ça veut dire que le financement, ils l'ont ils l'ont généré eux-mêmes. Et puis, il y a d'autres établissements également qui font partie parfois des GHT pour lesquels en fait il y a des programmes de mutualisation SI qui étaient déjà en cours et qui n'étaient pas nécessairement compatibles en fait avec les échéances du programme. Donc pour ces diverses raisons, il y a effectivement quelques établissements aujourd'hui qui n'ont pas profité de l'installation de ces solutions Ségur. Toutefois, on peut imaginer que ce n'est qu'une question de temps pour arriver en fait à 100% des établissements bretons. Et pour Voilà, je et laisse concernant ma collègue et poursuivre. concernant la médecine de ville, donc on a un taux d'installation de logiciels Ségur donc pour les cabinets libéraux, les maisons de santé, les centres de santé qui s'élève à 99%, en sachant qu'on avait 70% des médecins bretons qui avaient commandé. Donc on est à environ voilà 69-70% des médecins qui sont équipés en Bretagne. Donc, comme le soulignait Olivier, à noter quand même que les médecins qui sont équipés d'un logiciel Ségur, mais qui n'ont pas commandé avant l'échéance d'avril, ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. Donc voilà, on peut se dire qu'on est à un taux un petit peu plus élevé. Et concernant les officines, donc on est à 94% de taux d'installation, en sachant que les officines étaient très très nombreuses à avoir commandé leur logiciel. Donc on est à environ voilà, 90% des officines qui sont équipées en Bretagne d'un logiciel qui leur permet, voilà, par exemple, de renseigner des vaccinations. Donc à noter toutefois qu'on constate quand même certaines fonctionnalités qui peuvent dysfonctionner. Donc on a aujourd'hui les délégués numériques en santé de l'assurance maladie qui continuent d'être mobilisés pour recenser voilà, tous les bugs, les dysfonctionnements logiciels qui sont remontés via un réseau qui s'appelle Sentinel. Et ces problématiques sont ensuite voilà, relayées aux éditeurs pour qu'ils puissent faire des évolutions qui permettent de les résoudre. Et donc on peut passer à la radiologie et puis à la biologie. Alors juste pour enchaîner sur la partie ville en radiologie, aujourd'hui on a environ donc c'est 86% des radiologues qui sont équipés donc qui ont bien commandé leur logiciel Ségur et ça représente à peu près 70% de postes informatiques qui sont en version Ségur. Donc ça signifie que voilà, ces radiologues-là, en tout cas concernés, pourront déjà déposer des comptes rendus de radiologie sur les DMP. Et pour poursuivre en ville, en hôpital, pardon. Oui, donc sur la partie Du hôpital, on constate effectivement qu'il y a, sur la partie radiologie, il y a eu un nombre important effectivement d'installations mises à jour Ségur, je dirais, au travers du programme SONS. Et pour insister un petit peu plus sur la partie biologie, où là on est en recul en fait par rapport à la moyenne nationale. Voilà, on a constaté énormément de retard, notamment au niveau des éditeurs qui n'ont pas forcément réussi à livrer en fait dans les temps les mises à jour en fait, notamment sur le couloir biologie. Donc aujourd'hui, en fait, ce retard est en train de se combler petit à petit et on constate qu'il y a beaucoup d'établissements sanitaires bretons qui sont concernés en fait par ce couloir sur la dernière fenêtre du programme SUNES, donc qui est en lien aussi avec ces mises à jour du Ségur. Et donc on peut espérer pour fin d'année une stat qui sera bien supérieure à celle qui est constatée au mois de septembre. Et
Concernant les laboratoires de ville, donc les laboratoires ont bien embarqué sur les versions Ségur, mais en fait, comme en établissement, il y a beaucoup de retard d'éditeurs. Donc, malgré tout, on a des laboratoires qui alimentent, hein, des comptes rendus d'analyse. Mais voilà, on voit que les usages de l'AMS Santé, puisqu'elle n'est pas intégrée au logiciel, n'est pas systématiquement utilisée. Donc, en termes d'échéance, a priori, on sera plutôt sur du début 2024, en tout cas pour un déploiement opérationnel des solutions éditeurs sur les laboratoires. Bonjour à tous, moi je vais vous parler de la partie médico-sociale. Donc au niveau des établissements médico-sociaux, vous verrez là les indicateurs concernant plutôt les structures des établissements, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou domicile. On ne voit pas là les établissements des secteurs protection de l'enfance et publics en difficulté spécifique puisque le référencement était beaucoup plus tardif et les commandes ne font que démarrer puisque seulement quelques éditeurs sont référencés sur ces secteurs-là. Donc globalement, on a un taux d'installation de 15% sur le secteur des établissements personnes âgées et puis une dizaine de pourcents pour les secteurs personnes en situation de handicap et domicile. Ça s'explique par un déploiement qui a été plus marqué effectivement sur le secteur personnes âgées parce qu'on était sur des établissements qui étaient majoritairement déjà équipés et avec des éditeurs qui étaient rentrés dans la phase de démarche de référencement et donc qui ont été référencés plutôt rapidement par rapport aux autres secteurs. Sur le secteur PH et domicile, on commence à voir les commandes déposées par les éditeurs et donc un déploiement qui va commencer à se déployer effectivement sur ces différentes structures. Les établissements ont jusqu'au 10 janvier, ça on vous a indiqué sur le support, elles ont jusqu'au 10 janvier 2024 pour pouvoir commander et avec un déploiement qui est pour l'instant en tout cas mis en limite d'installation jusqu'au 3 avril 2024. Donc voilà, si on veut faire un premier point au niveau de l'équipement en logiciel métier Ségur, les enjeux sur les prochains mois vont être d'accompagner les professionnels libéraux, structures non équipées encore au niveau de l'ensemble des couloirs hein, concernés par le Ségur à une souscription massive à Sens pour justement mettre leur SI à niveau et pouvoir alimenter mon espace santé. Nous, de notre côté, on remontera au national les dysfonctionnements remarqués par les professionnels de santé libéraux au niveau de leur logiciel. On remontera toutes les problématiques éditeurs pour qu'elles soient réglées le plus rapidement possible. Donc, on pourra vous accompagner, ARS, GCS, assurance maladie, sur ces différentes problématiques. Et puis, bien sûr, le but, ça va être de poursuivre la sensibilisation Ségur et mon espace santé auprès de tous les écosystèmes, hein, structures, professionnels de santé libéraux, euh, via et CPTS également. Et puis, à venir sur 2024, forcer un peu le trait sur l'accompagnement auprès des professionnels de santé qui interviennent à domicile, justement, donc au déploiement de logiciels Ségur sur cette année 2024, un des objectifs qu'on qu'on essaiera d'atteindre, en tout cas qu'on a prévu de réaliser. On fait un premier stop peut-être pour vérifier si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment peut-être d'utiliser le chat et on peut s'autoriser 2-3 minutes pour y répondre d'ores et déjà. Alors Aurélie, est-ce qu'on a des questions pour le moment? Bonjour à tous. Non, pour le moment, on n'a pas de questions sur cette partie. Je pense que c'était assez clair. Ça a l'air d'être assez clair. OK. N'hésitez pas à en poser dans l'heure qui vient. Parfait. On continue du coup sur la prochaine slide qui concerne l'avancement du déploiement et de l'usage des services socles Ségur. Et du coup, la slide suivante.
Je laisse la parole à Anne, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Merci Lionel. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter la partie Ségur SONES. Donc depuis le lancement du programme en septembre 2021, ce sont 80 établissements bretons qui ont intégré le programme. Le programme va durer jusqu'à fin 2023. Donc du coup, il a été décomposé en 4 fenêtres. Et aujourd'hui, avec le GCS, nous accompagnons les établissements sanitaires à l'atteinte des cibles d'usage autour de l'alimentation du dossier médical partagé et de la messagerie sécurisée de santé. Alors, notre accompagnement, il se décline autour de 3 axes. Il y a un premier axe qui concerne la méthodologie et le conseil. Donc, certains établissements, certains d'entre vous en ont déjà bénéficié, notamment lors de la phase de candidature. On met en place un appui, des conseils individualisés pour l'atteinte des prérequis. Il y a également des accompagnements qui sont prévus sur les services socles, notamment des interventions du GCS au sein des établissements pour faire progresser, par exemple, les taux d'INS. Le deuxième axe, il s'agit en fait du partage de connaissances et des actualités SONES. Donc, en début de programme, on organise un webinaire pour présenter finalement le programme. On fait également une réunion de lancement et tout au long des fenêtres, on organise des webinaires thématiques. Il y a par exemple des webinaires qui sont organisés autour de l'identifiant national de santé, de mon espace santé et de l'utilisation d'élastique. Il y a également un axe qui est dédié à l'accompagnement à la conduite de changement. Donc, on met en place des réunions mensuelles de suivi qui sont animées par le GCS et l'ARS et on accompagne les établissements dans la mise en place du programme SONES. Il y a également des présentations de sensibilisation Mon Espace Santé qui sont faites en CME ou directement auprès des professionnels. Lionel, on peut changer de diapositive. Merci. Donc, je vais vous expliquer comment se déroule une fenêtre de candidature SONES. Il y a deux grandes périodes. Il y a une période de candidature qui dure environ 4 mois. Donc, l'établissement a 2 mois pour déposer son dossier. Et ensuite, il y a une instruction des dossiers qui va durer 2 mois. Et l'instruction, elle aboutit à une décision qui est prise par l'ARS. Donc, pendant cette période de candidature, il y a un accompagnement à l'atteinte des prérequis, c'est-à-dire des conseils sur les attendus, donc des points d'échange réguliers qui sont organisés avec chaque établissement et des relectures sur les pièces justificatives qui doivent être transmises pour la complétude du dossier. Donc, à la fin, il y a une validation de la candidature par l'ARS. Ensuite, il y a une période d'environ 6 mois où l'établissement va se mettre en ordre de marche pour atteindre les cibles d'usage. Et pendant cette période, de nouveau, il y a un accompagnement qui est prévu à travers des webinaires. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des webinaires thématiques qui sont organisés. Donc, il y a des informations, du conseil qui sont dispensées et de l'appui. Donc, on a mis en place un système de réunion mensuelle avec les établissements qui sont animés par le GCS et par l'ARS. Et donc, ce sont des échanges réguliers à partir d'une fiche météo où l'établissement va nous faire part de l'avancement du projet SONES au sein de son établissement. Et c'est aussi l'opportunité d'échanger finalement des bonnes pratiques aussi entre établissements. Et il y a également un accompagnement personnalisé qui est proposé par le GCS avec notamment une mise en œuvre de l'INS qualifié, de l'optimisation des retours après appel à l'INSI et l'atteinte des cibles d'usage. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est de faire en sorte qu'à la fin, un maximum d'établissements atteignent ces cibles d'usage. Alors, le bilan provisoire du programme SON, donc, il y a 82,6% des établissements bretons qui ont validé leur candidature, c'est-à-dire qu'ils ont déposé leur candidature. Et donc, l'ARS a accepté donc, les prérequis qui ont été déposés par les établissements. Donc, sur ces 82,6%,
il y a 54,5% des établissements qui ont atteint au moins un domaine sur la fenêtre 1, la fenêtre 2 et la fenêtre 3. Et sur cette population de 82,6%, il y a 57,5% des établissements qui sont actuellement en cours sur la fenêtre 4. Donc voilà pour le bilan du programme SONES. Je laisse maintenant la parole à Olivier qui va poursuivre donc sur cette thématique. Merci Anne. Donc moi en fait l'idée c'était de revenir rapidement en fait sur une vision un peu plus qualitative peut-être du ressenti des établissements en fait par rapport à ce programme SONES donc qui a débuté en fin 2021. Donc cette première vague du Ségur en fait ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'elle a tout de même été impactante pour les établissements de santé avec pas mal de points durs pour eux. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a vraiment une dynamique qui s'est enclenchée avec vraiment des effets de levier importants, en fait, notamment sur l'alimentation du DMP. Donc voilà, si on revient sur les points un petit peu compliqués qui ont été remontés par les différents établissements, on s'est rendu compte quelque part que ces mises à jour techniques s'avéraient relativement lourdes pour les établissements. On sait qu'ils ont déjà beaucoup de programmes en fait en cours au sein de leurs établissements avec une roadmap déjà très chargée. Et donc, voilà, on peut citer par exemple la convergence DSI, les différentes certifications HAS notamment qui peuvent, voilà, qui arrivent régulièrement en fait. Et derrière, il y a déjà d'autres programmes qui étaient enclenchés et qui n'étaient pas finalisés, notamment le programme qui est relativement important aussi pour les établissements de santé, c'est le programme Open. Donc, on est dans un contexte en fait où du coup les ressources internes et les moyens en fait pour les établissements sont relativement compliqués. Il est parfois difficile, voilà, de trouver un rythme important pour répondre aux attentes de ce programme SONES. À côté de ça, bien entendu, ils sont accompagnés par leurs éditeurs, mais les éditeurs qui ont répondu voilà, aux attentes des exigences en fait, pour être référencés au niveau national et répondre quelque part aux attendus des mises à jour Ségur, bah, ces éditeurs, eux aussi, en fait, se retrouvent un petit peu dans un entonnoir ou dans des échéances relativement courtes. Ils reçoivent énormément de demandes des établissements pour ces mises à jour Ségur et donc ils ont un petit peu de mal parfois à suivre le rythme. Eux aussi, en fait, ont des problèmes parfois de moyens. Donc, même s'il y a pas mal, forcément, il y a un aspect financier important pour eux au travers de ces programmes. Toutefois, on constate qu'il y a des choses qui ont été faites un petit peu à la va-vite parfois, et ça a des impacts forcément en fait pour les établissements. Voilà, certains établissements ont dû un petit peu essuyer les plâtres parfois, donc avec des bugs en fait associés à ces mises à jour, donc des bugs qui peuvent être importants et impactants. Voilà, pour le fonctionnement des établissements. On se rend compte aussi que parfois, bah, ces mises à jour, il y a des devis complémentaires qui arrivent en fait en parallèle et qui peuvent être parfois très importants, notamment pour se mettre à niveau, pour pouvoir profiter des mises à jour Ségur et SONS. Et puis, ben, voilà, les discussions avec les éditeurs pour résoudre un petit peu les différents bugs et tous les tickets qui sont enregistrés, ben, c'est parfois compliqué d'avoir des retours rapides. Et donc, bah, ça génère un petit peu de stress et de tension quelque part entre les éditeurs et les établissements, puisque les établissements confrontés aux échéances du programme, en fait, ont des attentes en termes de timing qui parfois ne sont pas toujours respectées en fait, par les éditeurs. Derrière, les autres difficultés qui se sont rencontrées, donc c'est aussi l'apprentissage quelque part en avançant. On s'est rendu compte que ce programme de financement a été lancé rapidement. Et derrière, en fait, une fois lancé, il y a beaucoup de questions, d'interrogations qui sont remontées en fait au niveau du national par les établissements, avec des interprétations finalement de ce programme qui pouvaient poser question. Donc la nationale a répondu à ces interrogations, mais parfois en nécessitant quelques petites évolutions par rapport au programme initial. Donc c'était aussi aux établissements quelque part de s'adapter à ces évolutions, ce qui est loin d'être simple en fait quand on est lancé dans un tel programme. Et bien entendu, au-delà de l'aspect technique, il faut savoir que derrière, c'est aussi des changements impactants sur les parcours internes en fait, aux établissements et sur les organisations. Donc ça signifie aussi qu'il y a une conduite du changement vers ces nouvelles pratiques numériques, notamment pour les professionnels. Et pour ça, bah, il faut forcément qu'il y ait une adhésion qui peut parfois s'avérer complexe. Donc certes, il y a des sensibilisations en CME qui sont souvent nécessaires, mais derrière, voilà, l'adhésion, ça peut prendre du temps. Et donc, ces changements, eh ben, ça demande quelque part un temps nécessaire qui n'est pas toujours non plus facile à mettre en adéquation avec les échéances du programme.
Donc, toutefois, voilà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un fort investissement des établissements bretons. Aujourd'hui, c'est plus de 80% des établissements bretons qui ont candidaté, 82% exactement. Donc, c'est une implication voilà, qui se traduit dans les chiffres, comme je le disais tout à l'heure. L'alimentation du DMP a été multipliée par 30 en fait sur la première année, donc en 2022. Et on a constaté derrière que cette dynamique se poursuit en fait aujourd'hui sur 2023, puisque le nombre d'alimentations du DMP a encore doublé. Et puis, il y a également une sensibilisation à la messagerie sécurité de santé qui s'est vraiment généralisée. Voilà, je laisserai mes collègues en reparler tout à l'heure. Et donc, les objectifs 2024. Une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait ce constat-là, derrière, on se dit, OK, mais demain, du coup, quelle va être la suite un petit peu de ce programme? Eh ben, ça va être en fait de généraliser un petit peu les usages entre les professionnels de santé pour donner un peu de sens, quelque part, de donner du sens tout simplement à mon espace santé. Donc, il y a une dynamique à conserver et à généraliser. Donc, cette dynamique en fait, qui est lancée au travers des établissements de santé bretons, eh ben, il faut qu'elle se généralise quelque part sur les territoires et également au travers des libéraux et des établissements en fait, médico-sociaux. Donc l'idée, en fait, ça va être de travailler sur le développement des usages sur ces territoires, en s'appuyant quelque part sur la maturité prise par les établissements de santé, et puis de renforcer et faciliter la coordination autour du patient, voilà, avec des usages qui ont du sens. Il y a un autre point important, quelque part, ça va être aussi que aujourd'hui, ce programme SONES, il est vraiment, en fait, l'objectif, c'est purement quantitatif. L'idée, c'était vraiment d'avoir de la matière, en fait, à alimenter en fait le DMP. Toutefois, on constate que certains établissements se posent quelques questions, notamment sur des couloirs comme le couloir biologie, où la pertinence quelque part d'alimenter le DMP avec l'ensemble des comptes rendus de biologie peut poser question. Donc, il y aura forcément en fait des éléments plus qualitatifs à mettre en avant pour notamment éviter la pollution numérique et le trop d'infos. Donc, ce qui va se passer également demain, bah, c'est forcément le gros challenge. Ça va être de sensibiliser les usagers et les patients, voilà, qui vont être au cœur quelque part de leur parcours de soins demain. Et puis, on constate aussi au niveau libéraux notamment qu'il sera nécessaire de simplifier quelque part les logiciels, leurs logiciels métiers, pour réduire le nombre de clics notamment et mettre en avant. Et c'est pour ça que la mise en avant des documents pertinents sera essentielle. Et pour ça, du coup, il y a une vague 2 du Ségur, voilà, dont on parlera tout à l'heure, qui normalement devrait faciliter la consultation des DMP et automatiser un petit peu l'intégration des documents réceptionnés, notamment en messagerie sécurité de santé également. Donc voilà, donc demain, quelque part, l'objectif sera peut-être aussi pour les établissements de vraiment transformer leur process de communication vers les patients en s'appuyant sur mon espace santé, là où auparavant, ils s'appuyaient peut-être sur des plateformes complémentaires internes à leur établissement. Donc voilà, et sur 2024, notamment au niveau des structures sanitaires, on vous informe d'ores et déjà qu'il va y avoir dans la continuité des programmes Open et Sun un nouveau programme de financement du développement des usages qui va être mis en œuvre et publié d'ici la fin du premier semestre 2024. On n'a pas encore son petit nom, mais dès qu'on l'aura, on vous informera. Ce programme, il va donner la priorité au développement des usages. Ça va être voilà, la grosse priorité de ce programme. Alors bien sûr, on n'oublie pas l'interopérabilité, la convergence au niveau des SI de GHT, la mise à disposition d'outils qui ont vocation à simplifier la vie des soignants. Et puis, bien sûr, ça sera l'occasion pour les établissements qui n'ont pas toujours pu participer aux précédents programmes parce que des priorités les en empêchaient, de rattraper les autres établissements qui ont pu participer à Open et Sun notamment, euh, et de participer justement à la mise en place des usages, à la mise en place à l'alimentation de mon espace santé. Et puis d'autres priorités seront identifiées, hein, comme notamment l'accès au
DMP en consultation depuis le DPI de l'établissement en question et la systématisation pardon, de la reprise de l'historique du DMP, de la reprise de l'historique de l'établissement vers le DMP. On passe maintenant à la partie médico-sociale et donc je passe la parole à Géraldine. Merci Lionel. Bonjour à tous. Donc, pour faire écho un petit peu à ce que tous mes collègues viennent de vous expliquer, dans les objectifs Ségur que vous connaissez maintenant aujourd'hui, qui ciblent le secteur sanitaire, le monde libéral, eh bien, nous avons aussi notre programme dans le médico-social qui a commencé également fin 2021. Donc, le programme ESMS numérique, un programme qui a commencé fin 2021 et qui doit s'arrêter fin 2025. Donc là, nous sommes vraiment au milieu du programme. Et l'idée, là, c'était de pouvoir un petit peu vous exposer justement ce premier bilan un peu intermédiaire, en sachant que nous arrivons sur une fin d'année et donc une clôture de cet appel à projet pour l'année 2023. Appel à projet qui redémarre en 2024, en tout début d'année. On communiquera bien entendu via des webinaires et des échanges avec tous les établissements lorsque la date sortira. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur les 2360 établissements et services sociaux et médico-sociaux bretons, nous avons aussi des objectifs qui sont fixés par les acteurs nationaux que sont la CNSA, l'ANS et la DNS. Aujourd'hui, on peut dire que nous accompagnons un peu plus de 32% d'établissements et services qui ont donc candidaté et qui sont financés via ce programme ESMS numérique. Donc, programme ESMS numérique, en 3 mots, c'est acquérir un dossier usager informatisé qui soit référencé Ségur, donc avec tout le challenge des éditeurs de répondre à ce cahier des charges très, très strict en termes d'interopérabilité. Et aussi, pour pouvoir mener à bien cette acquisition de solutions, eh bien, on peut aussi financer des équipements, du matériel, tablettes, PC, Wi-Fi. Donc ça fait partie aussi des enveloppes régionales qui sont dédiées. Et pour mener ce programme et cette montée de version d'acquisition de dossiers usagers informatisés, vu que la particularité de ce programme, c'est qu'il est demandé aux établissements médico-sociaux et sociaux de se regrouper en grappes. Et ça veut dire qu'on peut avoir des projets avec 15, 20, 49 établissements et services qui postulent. Et pour ça, il faut avoir des ressources humaines. Et on le sait, hein, ce n'est pas forcément simple pour les directeurs d'établissements de s'engager à mener quotidiennement ce projet qui va s'étaler entre 9 à 18 mois, voire plus, si on reprend les projets de 2021, qui, il faut le dire, ont essuyé les plâtres, comme le disait déjà le collègue tout à l'heure. Hein. C'est aussi le cas sur SMS numérique. On a des projets qui ont démarré en 2021 et qu'on accompagne toujours aujourd'hui. Donc, quand je dis qu'on accompagne, de qui je parle de l'ARS, bien entendu. Je parle aussi du groupement régional e-santé. Donc, vous connaissez Sylvaine et toute l'équipe qui vous accompagne déjà au quotidien. Et également le collectif ESSI, médico-social. Et donc, avec ces 3 acteurs, on essaye de vous accompagner au mieux pour répondre aux exigences de l'appel à projet de SMS numérique, donc un appel à projet qui s'étale sur l'année avec plusieurs comités de sélection. Et une fois que le projet est validé, on est là aussi, enfin, en tout cas, on essaye d'être là au plus près pour pouvoir vous accompagner sur tout le déploiement de l'outil, de la contractualisation avec l'ANS, avec l'éditeur, jusqu'à l'accompagnement justement pour la mise en place des services socles, l'accompagnement au changement dont ont parlé mes collègues. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, parce que finalement, ce qui se fait sur Open, sur SONES, ben, on fait la même chose hein, sur SMS numérique. Le groupement régional e-santé est là pour vous accompagner pour tout ce qui est service SOC, INS, MSS, DMP, de quoi parle-t-on et comment est-ce qu'on accompagne nos équipes au changement. Et je voulais juste du coup en profiter pour remercier aussi tous les chefs de projet. Je sais qu'il y en a certains qui sont parmi nous ce midi, qui sont là aussi pour piloter de l'autre côté sur le terrain
ces projets, parce qu'il y a des chefs de projet qui sont aussi qui sont là depuis 12 mois, 18 mois, voire plus, lorsqu'il y a plusieurs grappes qui sont validées au sein d'un même organisme gestionnaire et qui doivent veiller à ce que tous les établissements ou services sociaux et médico-sociaux embarqués sur le programme démarrent et arrivent en même temps avec ces fameuses cibles d'usage à atteindre. Et quand on parle de cibles d'usage, on parle de la messagerie sécurisée, du dossier médical partagé. Avant de passer la main à Sylvaine, donc juste pour vous redire, depuis le début du programme, donc nous avons une enveloppe régionale dédiée annuellement, donc avec une nouvelle enveloppe l'année prochaine, qui, je l'espère, sera à la hauteur de nos ambitions, parce qu'on a on a la chance d'avoir une région qui est très dynamique, avec de beaux projets, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans le PA, PH, le domicile, la protection de l'enfance et les publics en difficulté spécifique. On a de beaux projets qui arrivent, qui se construisent. Et là encore, pour l'année 2024, on le sait, nous aurons encore la chance d'avoir de beaux projets. Donc, depuis le début de ce programme, nous avons consommé un peu plus de 11 millions d'euros sur l'accompagnement des établissements. Donc, que ce soit, comme je vous le disais, financement de l'acquisition d'un dossier usager référencé Ségur, d'équipement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les petits organismes gestionnaires. Et si on regarde rapidement cette répartition par public, donc en effet, on a eu dès le départ les établissements de PA, personnes âgées, dont typiquement les EHPAD, qui étaient au rendez-vous assez vite. Même chose dans le PH, puisqu'on a aussi un beau pourcentage d'établissements qui ont débuté, ont déployé le dossier usager informatisé, et les acteurs du domicile. Pourquoi est-ce que PDE, PDS, donc PDS, public à difficulté spécifique, sont un peu plus en arrière? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, le programme était très axé sur le PA, PH et domicile, pour une raison principale, c'est que les éditeurs n'étaient pas forcément prêts en termes de maturité aussi, pour pouvoir s'engager à accompagner les établissements de la protection de l'enfance. Quelques acteurs étaient connus, mais en tout cas, ils sont arrivés dans le référencement Ségur un peu plus tard. Et là, aujourd'hui, ils y sont. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à consulter le site de l'ANS, ou tapez tout simplement sur Google ANS éditeur référencé et vous verrez par couloir. C'est vraiment au fil des jours, on peut y voir tous les éditeurs et les solutions, surtout des éditeurs qui sont référencés Ségur. Et juste, si tu veux bien, Lionel, montrer la slide suivante. Donc voilà, là comme ça, ça peut paraître un petit peu confus, mais on peut voir malgré tout la répartition des établissements et services médico-sociaux et sociaux qui sont à ce jour, au moment où je vous parle, puisqu'on attend de voir aussi encore peut-être d'autres projets financés sur cette toute fin d'année avec des reliquats qui pourraient arriver par l'appel à projet national, puisque dans SMS numérique, nous avons des appels à projet par région avec des enveloppes par région, mais il y a aussi un appel à projet national qui est, lui, conduit, piloté par la CNSA. Là, on est vraiment sur des gros organismes gestionnaires qui ont plus de 50 établissements et services. Et donc, en fonction des reliquats qu'il peut y avoir, en effet, de ces enveloppes nationale et régionale, la CNSA peut potentiellement financer des projets en région qui n'ont pas pu l'être avec l'enveloppe qui nous était dédiée. Et en effet, cette année, en 2023, l'enveloppe était en dessous de nos besoins. Je vais laisser la parole à Sylvaine et je vous remercie. Merci Géraldine. Loïc, si tu peux passer sur le slide suivant. Donc l'idée là, c'était de vous présenter au niveau du bilan sur les projets qui ont été déployés depuis 2021, depuis le début du programme, les principales difficultés qu'on avait identifiées et puis voir un petit peu c'est quoi les perspectives pour la suite. Donc, dans les difficultés qui ont été identifiées, alors vous le savez, au niveau du programme SMS numérique, pour pouvoir candidater, il faut candidater avec un groupement d'établissements ou la notion de grappe, qui est peut-être plus commune,
Et effectivement, ce qui devient de plus en plus compliqué désormais, c'est de monter une grappe, c'est-à-dire de trouver des partenaires au niveau des structures qui veulent s'engager, des partenaires pour pouvoir monter cette grappe et sur un projet commun autour d'une solution qui va être la même, un même DUI qui va être déployé sur l'ensemble des structures. Et c'est vrai que ça devient compliqué pour les structures qui n'ont pas pu rejoindre un réseau existant ou rejoindre une grappe qui a pu être montée avec un éditeur ou des grappes qui construisent un projet territorial. Donc, on voit que c'est ce qui un peu a permis de monter les premières grappes sur les premières années. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour celles qui n'ont pas eu le temps de s'embarquer. Donc, on vous l'a dit, il y a le collectif régional qui est là hein, pour vous aider aussi à trouver de nouveaux partenaires pour pouvoir monter cette grappe. Puisque le collectif recense les structures qui sont dans une démarche de monter une grappe et qui se retrouvent un petit peu isolées. On a aussi nos collègues chargés de déploiement qui viennent à la rencontre des structures et qui peuvent aussi faire remonter vos besoins et vous mettre en lien ensuite avec des structures isolées. Et puis, alors, même si on a de moins en moins, mais c'est vrai que l'éditeur peut être aussi un levier pour aller chercher des partenaires, puisque lui, il va pouvoir identifier quelles sont sur le territoire les autres structures qui sont équipées de la même solution que la sienne et qui peuvent voilà, vous aider à monter cette fameuse grappe. Sur la partie équipement, c'est vrai que ce qui peut être un petit peu compliqué aussi pour les structures, c'est celles qui ont fait le choix d'un DUI pour lequel l'éditeur ne souhaite pas, ou en tout cas pas pour l'instant, s'engager dans cette démarche de référencement. On l'a rencontré assez récemment. On a des structures qui ont investi dans un DUI il y a peut-être 2 ans. Et puis là, l'éditeur fait le choix de ne pas se faire référencer. Donc, c'est vrai qu'ils reviennent vers nous pour savoir bah, comment ils doivent faire, parce que c'est quoi l'impact de ne pas s'engager dans cette procédure de référencement? Qu'est-ce qu'elles vont être les risques? Et donc là, bah, ça s'étudie au cas par cas. Nous, on peut aussi rencontrer, enfin, contacter l'éditeur pour connaître un petit peu sa stratégie et voir comment on peut conseiller au mieux les structures par rapport à ce cas de figure. Et puis, on a ceux qui sont équipés d'un DUI dans lequel l'éditeur est embarqué dans la procédure de référencement, mais le référencement tarde encore. Alors, juste pour information, ce que nous a dit l'ANS, c'est que pour pouvoir être référencé, désormais, là, les éditeurs ont jusqu'au 15 novembre pour fournir leurs preuves pour la procédure de référencement. Donc, normalement, après le 15 novembre, on aura une liste un peu plus précise de ceux qui seront désormais en capacité d'être financés au niveau de la version Sécure. Une difficulté, c'est la durée du projet. Géraldine en parlait tout à l'heure. On a des projets 2021 qui ne sont toujours pas, qui n'ont toujours pas atterri. Donc cette durée, c'est vrai qu'elle a tendance à s'allonger, mais par rapport à différentes raisons, hein. Déjà, le référencement Ségur qui a tardé sur ce secteur-là. Ça peut être aussi un appel d'air qui a été constaté par les éditeurs parce qu'il y a eu beaucoup de projets à déployer en même temps et donc des ressources qui ne sont pas toujours disponibles pour pouvoir répondre en fait aux besoins des structures. On a aussi des difficultés qui sont identifiées sur la partie un peu plus de déploiement des référentiels et services socles, et en particulier sur la partie messagerie, où on se rend compte que le DUI, il peut être déployé, mais au niveau du connecteur avec la messagerie, c'est un peu plus compliqué. Le temps que les opérateurs de messagerie se mettent en heure de marche pour pouvoir être compatibles et qu'en face, les éditeurs aient aussi la bonne prise pour se connecter à ce connecteur de messagerie, bah, ce n'est pas toujours très simple et ça prend du temps. Et c'est vrai qu'au niveau des équipes, on peut constater un sentiment d'essoufflement. Et voilà, l'idée, c'est voilà, de maintenir le cap et d'aller jusqu'au bout pour pouvoir faire atterrir ces projets. Dans les difficultés qu'on a identifiées également, c'est des problèmes de coûts. C'est vrai qu'au départ, les structures s'engagent dans un projet avec un budget, un plan de financement initial. Et puis, on voit qu'il y a des coûts qui peuvent s'ajouter en cours de route. Alors, des coûts qui sont liés soit des fois à l'infrastructure, parce que déployer un logiciel DUI, ça veut dire aussi notamment qu'on est sur un hébergement externalisé, c'est un coût d'hébergement HDS qui n'est pas neutre et qui peut avoir un coût non négligeable. Les coûts de fonctionnement de la messagerie sécurisée, alors aussi liés au fait que la messagerie régionale se soit arrêtée. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires qui se sont ajoutés au niveau des projets.
Et puis, on constate aussi, alors c'est un peu plus marginal, mais notamment sur les déploiements de versions Ségur pour les déploiements SONS, avec normalement un reste à charge qui aurait dû être à zéro pour la structure et des éditeurs qui ont des prestations complémentaires qui sont à un surcoût en fait pour les structures. Et ça, c'est pas neutre pour certains en tout cas. Alors, toujours sur les projets, là plutôt des grappes, la notion de mutualisation hein, qui n'est pas toujours simple. C'est vrai que candidater en grappe, ça veut dire travailler ensemble et ça, c'est pas toujours facile quand la grappe, elle s'appuie pas sur un réseau existant ou des structures qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Effectivement, ces sujets-là sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Il faut savoir voilà, avoir des professionnels qui arrivent à avoir des plannings qui s'alignent pour pouvoir travailler ensemble et des habitudes de travail à mettre en place pour pouvoir travailler efficacement. On constate aussi sur certaines grappes, il y a des changements de direction, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que les directeurs, les directrices, ça peut changer. Ça peut changer aussi au niveau du porteur de projet. Et ça, c'est vrai que ça peut avoir une incidence sur la durée du projet. Au niveau des perspectives, donc sur le programme, l'idée, ça va être d'aller chercher maintenant les établissements qui sont isolés et notamment et plutôt et ceux qui sont sur les nouveaux secteurs de la protection de l'enfance et des publics en difficulté spécifiques. Donc là, on a toute une phase de communication, de sensibilisation sur le programme et on souhaite s'appuyer sur les conseils départementaux qui sont les principaux financeurs de ces structures pour pouvoir aller embarquer en fait ces structures-là dans le programme SMS numérique. L'autre défi qui est devant nous aussi, c'est apporter un peu plus de sens au programme et notamment sur le déploiement des référentiels et services socles, voir comment on peut faire basculer des échanges qui étaient sur des mails, des téléphones ou des canaux de communication autres vers ces nouveaux moyens de communication que sont la messagerie sécurisée ou l'utilisation du DMP pour partager les données des personnes accompagnées. Et donc là-dessus, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse vous accompagner au travers de groupes de travail qui vont être mis en place soit au niveau des grappes, soit au niveau du collectif régional qui souhaite aussi favoriser le partage de bonnes pratiques justement sur ces différents usages. Pardon. Et puis, voilà, l'idée, c'est de bien communiquer, de faire partager aussi tous les retours d'expérience, les témoignages de ceux qui se sont déjà embarqués et pour lesquels c'est plutôt positif pour essayer de convaincre les structures qui hésitent encore à s'embarquer dans le programme. Super, merci Sylvaine. On va faire un point maintenant sur l'état de déploiement de l'INS, l'identifiant national de santé, avec Aurélia. Du coup, ouais, un petit état de déploiement et d'utilisation de l'INS en Bretagne. Donc, pour le couloir hôpital, on a une statistique aujourd'hui qui dit que 75% des établissements de santé qualifient les INS. Donc, c'est plutôt assez satisfaisant. Et le taux d'INS qualifié moyen pour ces structures est de 75%. Donc, on a des structures qui ont des taux bien plus hauts, d'autres qui viennent juste de commencer, qui ont des taux un petit peu plus faibles. Mais voilà, c'est un taux qui est plutôt bon, généralement entre 75 et 80%. C'est des taux qui sont assez satisfaisants pour les établissements de santé. Les 20% restants étant généralement des problèmes plutôt liés aux bases de référence de l'INS. Concernant les actions qu'on mène dans ce couloir, donc on est principalement sur de l'accompagnement et de la formation auprès des bureaux des entrées et des secrétaires d'admission. On fait également des webinaires auprès des groupes d'établissements qui ont candidaté sur le programme SUNES. On met également à disposition différents kits de communication, que ce soit à la fois pour de l'information au niveau des usagers et des patients ou des kits de communication à destination des professionnels pour les aider dans la gestion de l'INS au quotidien. Et également, on est sur un rôle d'information et d'accompagnement auprès des référents en identitovigilance. Donc, des référents et des cellules d'identitovigilance existent au sein de ces structures. Et du coup, on les accompagne pour mettre en place une politique d'identitovigilance au sein de ces établissements et répondre du coup à leurs différentes questions. Et on est toujours sur une participation au niveau des groupes de travail nationaux
Donc, on porte la voix à la fois des établissements bretons, mais également on participe aux réflexions sur le sujet et la thématique d'identité-vigilance. Les prochains enjeux dans ce couloir, c'est forcément poursuivre et toujours accompagner les structures dans l'amélioration de leur taux de qualification, maintenir les équipes formées et également les accompagner sur d'autres sujets. Donc maintenant que les établissements ont rentré l'utilisation dans leur organisation quotidienne, dans leur pratique, il y a d'autres sujets autour de l'identité-vigilance qui émergent, notamment l'utilisation de l'INS dans des prises en charge un petit peu différentes, comme tout ce qui est téléconsultation, etc. Donc on accompagne aussi les structures à répondre au maximum à ce genre de questions. Concernant 2 points d'actualité, mais pour le coup qui concernent l'ensemble des secteurs, on a depuis fin septembre l'INS qualifié qui est un prérequis obligatoire pour alimenter les dossiers médicaux partagés. Et la deuxième actualité, c'est la modification en cours de la réglementation sur l'identité-vigilance. Donc, on est en cours de réécriture des différents textes liés à l'identité-vigilance et l'INS. Donc, il y a eu une consultation publique cet été. Et donc, du coup, on attend les textes modifiés début 2024. On peut passer à la prochaine slide, donc plutôt sur le couloir médico-social. Donc, on a une forte croissance d'utilisation de l'INS dans le médico-social avec plus de 121% d'appels au téléservice SINSI entre janvier et juillet 2023. C'est principalement sur les secteurs personnes âgées, personnes handicapées et domicile. Et donc, du coup, notre but dans ce secteur, c'est de continuer à accompagner ces établissements à la fois sur la mise en place de l'INS, mais également sur l'identité-vigilance au sens large, puisque c'est une thématique qui était beaucoup moins présente dans ces structures. Donc, le but, c'est vraiment de les accompagner à la mise en place de ces bonnes pratiques et à la compréhension de cette thématique également. Donc, on les accompagne sous différentes formes, des ateliers pour les établissements qui font partie du programme ESMS numérique. Et on a également un accompagnement qui est personnalisé sur le terrain par les chargés de déploiement qui se déplacent et les aident sur les différentes thématiques du Ségur, dont l'INS. On forme également les différents professionnels et notamment les référents en identité-vigilance, puisque le médico-social est soumis à une exigence de nommer un référent en identité-vigilance au sein de la structure. Et donc, du coup, on aide à former ces professionnels. On met également en place différents kits de communication et fiches pratiques, à la fois à destination des usagers, mais également des professionnels, et un appui, un accompagnement dans l'utilisation de l'INS au quotidien. Et les prochains enjeux dans ce secteur, c'est vraiment de continuer à accompagner l'ensemble des ESMS à la mise en place des bonnes pratiques d'identité-vigilance, mais également, comme le soulignait Sylvaine tout à l'heure, c'est également d'aller voir sur d'autres secteurs, comme notamment protection de l'enfance, public en difficulté spécifique, voir un petit peu aussi les différents freins qu'il pourrait avoir à mettre en place cette INS et comment nous, on peut aussi répondre à ces différentes problématiques. Et notre but également, c'est de les accompagner vraiment au quotidien en répondant aux problématiques secteur et en du coup mettant en place différents kits de communication et des accompagnements plus personnalisés et en adéquation avec leurs besoins. On peut passer. Ouais. Du coup, je laisse la parole à Fanny pour le secteur libéral. Oui, on vous propose un petit focus sur le déploiement auprès des professionnels de santé libéraux. Donc, ce qu'on constate, c'est que le taux d'utilisation du téléservice INSI est en augmentation, donc en cohérence avec le déploiement justement des nouvelles mises à jour Ségur qu'on a évoquées tout à l'heure, et puis l'accompagnement réalisé par les délégués numériques en santé. Donc, ce qui a été remonté dans le cadre des accompagnements, c'est notamment donc, avec voilà, les médecins, les pharmaciens rencontrés et les autres professionnels, c'était des difficultés en ce qui concerne le processus de qualification des INS et d'usage du téléservice INSI. Et donc, suite à tous ces constats et ces retours, avec l'appui de la CPTS de Redon, on a proposé à 5 professionnels de santé d'être très spécifiquement accompagnés sur la mise en œuvre de l'INS. Donc, c'est une petite expérimentation sur le territoire de l'île-et-Vilaine, avec pour objectif sous-jacent pour nous, côté institution accompagnante sur le territoire, d'améliorer nos supports de communication et puis d'améliorer notre accompagnement. Donc, on a rencontré des professionnels de santé. Et donc, l'objectif, c'était d'essayer, suite à leur retour, de rendre plus lisibles les supports de communication notamment.
Et en termes de bilan qu'on peut dresser aujourd'hui, eh bien, voilà, on a travaillé notamment avec Aurélia Basset, donc, qui est la référente identité-vigilance régionale, pour créer une affiche qui soit plus évocatrice, pour faciliter notamment la demande de carte d'identité, qui est un prérequis, on le rappelle, pour qualifier les INS. Donc voilà, elle s'affiche sur l'écran. Et également, ces retours de professionnels de santé, donc médecins, officines IPA, nous a permis de consolider notre kit de communication régional. Et donc, on est en capacité de vous mettre à disposition des mémos, des flyers et des affiches, voilà, qui, a priori, répondent plutôt aux besoins qui nous ont été partagés. Donc, en termes de perspective, nous, on continue d'accompagner, donc via notamment les délégués numériques en santé, les professionnels de santé libéraux. Donc, si vous souhaitez avoir à votre disposition certains des documents évoqués, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Super. Et donc, après l'INS, eh ben, on va faire un point sur le déploiement et l'usage de la MSS avec Sarah. Bonjour à tous. Donc, par rapport à la messagerie sécurisée en Bretagne, ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux d'équipement qui est très correct en région Bretagne et qui continue d'augmenter, donc avec notamment un très bon taux d'équipement pour les laboratoires d'analyse médicale, les établissements sanitaires, un taux d'équipement qui ne cesse de croître côté professionnels de santé libéraux et un essor côté structure médico-sociale. Ce qu'on voit par contre, à contrario, c'est qu'on a certes une bonne progression des usages, mais qui se tasse un petit peu là depuis quelques mois et sur lequel il va falloir donner un petit coup d'accélération. Donc, au niveau des actions qui ont été menées au sujet de la messagerie sécurisée de santé depuis le début de cette année 2023, donc il y a eu un accompagnement notamment assez poussé à l'équipement en messagerie sécurisée de santé, hein, en parallèle aussi de l'arrêt de la messagerie sécurisée de santé régionale Télésanté Bretagne. Il y a eu donc plusieurs webinaires qui ont eu lieu. On a aussi fourni plusieurs guides d'accompagnement, donc un par secteur d'activité, donc pour le sanitaire, le médico-social, mais aussi pour les professionnels de santé libéraux. Et on a travaillé un guide, un panorama des opérateurs de messagerie sécurisée de santé du marché, donc qui permet un petit peu de guider les établissements vers une solution de messagerie en fonction de leurs besoins. Il y a aussi eu des ateliers qui ont été menés et bien sûr, en travaillant étroitement avec la CPAM, qui a fait de nombreux accompagnements auprès des professionnels de santé libéraux, notamment anciens utilisateurs de notre solution de messagerie sécurisée de santé. À côté de ça, donc, on a mis en place aussi un accompagnement à l'usage. Donc, il y a eu des sessions, par exemple, de sensibilisation des secrétariats d'établissements sanitaires qui ont eu lieu. Et on réalise avec une de mes collègues, donc Clarisse Foissac, des ateliers d'identification de cas d'usage à la MSS, notamment dans le secteur médico-social, donc en accompagnement des établissements qui sont dans le programme ESMS numérique. Et il y a eu également quelques webinaires à ce sujet. Les prochains enjeux sur la MSS, donc ça va être de poursuivre cette dynamique d'équipement qui, comme je le disais, est en plein essor, notamment côté médico-social, mais qui reste à poursuivre. Et surtout de mettre un gros accent sur le développement des usages utiles et pérennes à la MSS. Donc, travailler d'un côté à réduire la multiplicité des boîtes aux lettres des professionnels et à une bonne mise à jour des annuaires pour que les professionnels, dans leur pratique quotidienne, puissent trouver le bon correspondant pour adresser la bonne information et au bon moment. Ça va être aussi d'accompagner à la transition de l'usage de AppyCrypt V1 vers une solution de MS Santé donc, qui est donc interopérable et aussi de travailler collectivement, donc en mêlant médico-social, sanitaire et libéral à déployer, à tester des usages de la MSS pour voilà, coordonner mieux cet axe hôpital-ville-ESMS sur les territoires de la Bretagne. Ok, et du coup, je laisse la parole à Olivier sur le déploiement du DMP en Bretagne. Merci Lionel.
Donc effectivement, donc sur la partie en fait alimentation du DMP en Bretagne, donc pour le couloir hôpital, donc on constate en fait une augmentation quelque part régulière donc depuis le début du programme CNES. Donc porté par ce programme, effectivement, il y a eu des alimentations UDMP qui ont été automatisées au niveau des établissements sanitaires. Et donc la première année, du coup, il y a eu voilà, une multiplication importante des alimentations UDMP et on constate que sur l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui, donc milieu d'année 2022 jusqu'à août 2023, on constate qu'il y a encore eu une multiplication par deux de ces alimentations. Euh, donc, ce qui est intéressant en fait de voir par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un peu plus de 250 000 documents en fait alimentant le DMP mensuellement par les établissements de santé. On voit que ça se stabilise un petit peu aujourd'hui. On peut imaginer que étant donné que beaucoup d'établissements encore sont concernés par le programme CNES sur la fenêtre 4, la tendance va repartir à la hausse sur le dernier trimestre. Idem en fait avec des mises à jour en fait Ségur qui étaient encore attendues par certains établissements sur des couloirs, notamment comme le couloir biologie qui est générateur d'un nombre important de documents sur le DMP. Donc ce sera intéressant de voir un petit peu la tendance à fin d'année à la fin de ces différents programmes nationaux. Et, et du coup, quand on regarde un petit peu les documents aujourd'hui qui viennent alimenter le DMP, ben, on constate quelque part qu'il y a beaucoup de documents qui sont associés au programme CNES, qui étaient notamment attendus au travers du volet 1 de CNES. Donc, les documents de sortie, donc tout ce qui est lettre de liaison et ordonnance de sortie, qui aujourd'hui représentent chacun en fait 15% des alimentations. Les CR de biologie, donc qui représentent à peu près un quart des alimentations, de l'ensemble des documents qui alimentent le DMP aujourd'hui, tout en sachant qu'il y a assez peu d'établissements qui alimentent le DMP avec ce type de CR et qu'il y a beaucoup d'établissements concernés par le couloir biologie sur la fenêtre 4. Voilà, on peut imaginer du coup que ça génère une hausse importante encore des alimentations UDMP. Toutefois, sur septembre, enfin fin septembre, même début octobre, c'est vrai que l'alimentation du DMP au travers de l'API V1 s'est arrêtée, elle est devenue effective. Donc derrière, en fait, aujourd'hui, pour alimenter le DMP, il y a obligation d'intégrer l'INS qualifié. Donc cela pourra peut-être générer un arrêt quelque part des alimentations pour certains établissements qui ne sont pas encore totalement à jour au niveau de leur mise à jour des logiciels. Mais voilà, tout ça, ça va se réguler avec un dernier trimestre voilà, où il y a encore des choses importantes qui doivent être mises en place. Donc, bon, voilà. Du coup, ce qu'on espère effectivement, c'est que la dynamique se poursuive, donc soutenue par le programme CNES et par les prochains programmes de financement en fait, du national dont a parlé Lionel tout à l'heure. Et puis, avec la finalisation des installations Ségur, alors, on devrait arriver quelque part à une automatisation de ces alimentations pour beaucoup d'établissements sanitaires au sein de la région, ce qui devrait pérenniser en fait ces alimentations. Toutefois, là, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais le point qui sera très important, sur 2024. Ok. Et donc maintenant, on fait le point d'usage du DMP sur la partie médico-sociale avec Sylvain. Alors sur le secteur médico-social, on a une progression qui est un peu plus timide pour alimenter le DMP, mais ça c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fait que les DUI étaient référencés un peu plus tardivement, on a forcément moins eu d'occasion d'avoir des établissements qui étaient en capacité de pouvoir alimenter le DMP. En termes de typologie de documents, ce qu'on peut observer pour l'instant, c'est que ce qui est alimenté de façon plus fréquente, c'est le dossier de liaison d'urgence que normalement toute structure doit pouvoir produire dans son DUI et donc déposer dans le DMP. Le projet personnalisé, en sachant que le projet personnalisé, il dépend aussi de la façon dont la structure se l'est appropriée. On a des structures qui utilisent encore beaucoup le volet bureautique
du projet personnalisé, il n'est pas toujours saisi avec la fonctionnalité structurée dans le logiciel. Et donc ça, c'est vrai que pour l'instant, on sait que le projet personnalisé n'est pas versé directement dans le DMP tant que ça n'est pas complètement formalisé. Et puis les autres documents, c'est ceux effectivement qui sont exigés au niveau du DSR, donc sur la partie référencement Ségur, les volets de synthèse médicale, les lettres de liaison, les comptes rendus et autres documents qui vont arriver avec les référencements Ségur. Donc voilà, ça va se faire de façon progressive. Avec l'augmentation des structures qui s'équipent d'une version DUI, on va voir de plus en plus d'occasions de pouvoir alimenter le DMP des personnes qui sont accompagnées par ces structures. Et comme le disait tout à l'heure Sarah, avec les ateliers alors qu'on propose auprès des grappes qu'on accompagne sur SMS numérique, avec les ateliers cas d'usage, on va aussi essayer de voir quels sont les documents qui sont actuellement échangés via d'autres canaux de communication, comment on peut les transposer pour les mettre à disposition dans le DMP. Donc on verra je pense peut-être deux nouveaux documents qui viendront alimenter ce dossier médical partagé. Okay. Merci Sylvaine. Fanny, du coup, sur le libéral. Alors sur le libéral, on constate que les usages sont en augmentation. On voit notamment avec la biologie. Voilà, les comptes rendus d'analyse sont pour beaucoup de laboratoires, donc 9 d'entre eux, déposés sur le DMP. Donc quand je parle de 9 laboratoires, je parle vraiment d'entités juridiques. Donc voilà, ça veut dire que sur toutes les entités géographiques associées à un laboratoire libéral, il y a des alimentations. Donc voilà, c'est très positif. On est à 350 000 alimentations mensuelles au mois d'août pour les labos, donc il y a 7 laboratoires qui alimentent en routine. Certains sont encore en phase de test. Et concernant les autres libéraux, donc radiologie de ville, médecine de ville, on voit également que c'est en augmentation en cohérence avec notamment les mises à jour Ségur. Donc actuellement, on avait notamment 1806 généralistes et 477 spécialistes qui alimentaient le DMP en septembre. Donc voilà, c'est vraiment positif. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on parle moins des professionnels de santé libéraux qui ne sont pas concernés par le Ségur, donc les auxiliaires médicaux, les chirurgiens dentistes. Ils n'apparaissent d'ailleurs pas dans ces graphiques. C'est parce que notamment donc, les alimentations aujourd'hui, elles demeurent faibles pour ces professions-là, que ce soit en consultation ou en alimentation. Et c'est notamment parce qu'ils ne bénéficient actuellement pas de solutions Ségur. Et les solutions actuelles des logiciels font que les usages de mon espace santé peuvent être très chronophages et peu ergonomiques. Toutefois, il existe toujours une solution, voilà, si en tant que libéral, voilà, un IDE, kiné, vous souhaitez accéder au DMP, pouvoir l'alimenter ou le consulter, vous pouvez le faire via le web DMP, voilà, muni de votre carte CPS. Et en termes de perspective, enfin, vous aussi, voilà, vous aurez accès à une solution logicielle Ségur qui vous permettra d'alimenter et consulter le DMP de façon voilà, très facile et puis avoir une messagerie intégrée. Donc c'est une version qui arrivera à partir de fin 2024. Donc voilà, on attend le déploiement pour qu'il y ait un accès vraiment sur tous les secteurs. Parfait, merci Fanny. Je passe la parole à Loïc sur justement la roadmap 2024 sur le déploiement du DMP en Bretagne. Oui, donc vous l'aurez compris, hein, là l'enjeu c'est de finaliser les installations Ségur hein, pour l'ensemble des couloirs et des professionnels, ce qui devrait permettre de pérenniser un petit peu l'alimentation des DMP. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance toute particulière à essayer de s'inscrire dans le dispositif SONS pour les professionnels qui peuvent faire monter leur version avec une version compatible avec les services socles. Donc voilà, c'est un petit peu les actions qui ont été menées, c'est vraiment de se mettre en capacité d'alimenter le DMP. Et puis on va pouvoir commencer à travailler aussi par la suite, du coup, les usages qualitatifs et de travailler collectivement à bien cibler, bien identifier les documents appropriés à communiquer par DMP ou par MSS. L'idée, c'est vraiment, comme l'avait évoqué tout à l'heure Olivier, de donner du sens, à la dynamique qui est enclenchée, de donner du sens aussi pour faire le lien avec mon espace santé, hein, qui arrive aussi en force et qui va être pris en main de plus en plus
de façon de plus en plus importante par le grand public. Donc voilà, donc la continuité finalement de Sun, de l'équipement des professionnels, c'est aussi la promotion de mon espace santé, que ce soit en interne pour les professionnels ou vers le grand public aussi qui doit s'en saisir. Je te laisse passer à la slide suivante, du coup, Lionel, ce qui nous amène bien évidemment à parler de mon espace santé et de son déploiement national d'une part et de la dynamique régionale enclenchée. Je vais laisser la parole du coup à Nikita Morvan, la coordinatrice régionale Mon Espace Santé, donc en charge de la promotion de Mon Espace Santé pour la partie plutôt grand public, patients usagers, mais qui bien évidemment va s'articuler avec les accompagnements que nous pouvons faire avec le groupement régional pour les professionnels. À toi la parole, Nikita. Si tu es là. Alors, je ne sais pas si Nikita est là. Vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Ah Vas-y. oui, pardon, excusez-moi. Donc merci à toi, Loïc. Donc effectivement, on peut faire un petit point dans un premier temps sur le déploiement national de mon espace santé, qui au même titre que pour le déploiement régional est assez positif en fait sur les deux, enfin sur le territoire. Donc on sait maintenant que 94% des Français ont un espace santé dans lequel ils peuvent recevoir des documents de santé. Ça ne veut pas dire que 94% des personnes ont un espace santé activé, mais 15% des Français ont déjà activé leur compte. Donc là, on a un travail à réaliser de sensibilisation auprès du coup du grand public pour parler de mon espace santé, présenter l'outil, de quoi il s'agit, et puis accompagner les citoyens à l'activation de leur espace santé. Un des vecteurs qui fait que ça marche plutôt bien quand même et qu'il y a une chouette dynamique autour de l'activation de mon espace santé, c'est l'application mobile. Donc, mon espace santé est disponible en ligne et sur application mobile. Et on a eu plus d'1 500 000 téléchargements d'applications sur les plateformes de téléchargement. En Bretagne, du coup, on a, au même titre que le national, à peu près, 14% des comptes Mon Espace Santé qui sont activés. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, comme l'ont dit mes collègues précédemment, en fait, il y a une réelle alimentation qui est en cours des espaces santé des Bretons. Plus de 50% des Bretons ont au moins un document sur leur espace santé. De plus, et ça c'est un petit peu, c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que deux des départements bretons, donc le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, sont dans le top 5 des départements d'activation sur le sujet de mon espace santé. Ok, donc finalement, les Bretons sont quand même intéressés par le sujet, avec un taux d'activation important, avec quand même voilà, une population qui s'intéresse. Euh, je voulais juste effectivement préciser il faut bien différencier un espace, mon espace santé qui est créé. Donc ça, c'est pour 94% des Français. Donc le réceptacle sécurisé est là, il est opérationnel et il peut recevoir les documents de santé produits par les professionnels dans le cadre des parcours. Et il permet une meilleure coordination, une meilleure qualité du soin. Et déjà, en tant que tel, c'est bénéfique. L'autre étape, c'est d'activer son espace santé. Et là, on prend la main sur son espace, on peut aller compléter son profil médical, rajouter soi-même des documents de santé antérieurs, et puis utiliser sa messagerie de sécurité de santé dite citoyenne et avoir accès prochainement à l'agenda et à des applications connectées. Donc, espace créé, c'est déjà bénéfique. Espace activé, c'est l'étape d'après pour s'en saisir. Donc, pour pousser vraiment les usages de mon espace santé entre les professionnels et les patients, on mène notamment des expérimentations. Donc, l'année dernière a eu lieu l'expérimentation Mon Espace Santé avec les établissements sanitaires. Donc, un appel à projet sur lequel nous avons eu pas mal de candidatures. 10 établissements ont été embarqués sur cette expérimentation pour vraiment concrètement tester les cas d'usage de partage de données de santé entre professionnels, donc via le DMP de Mon Espace Santé, mais aussi avec les patients, les communications avec les patients.
avec de la sensibilisation, bien évidemment, des patients. Donc, sur différents parcours, des tests ont été effectués par ces établissements candidats, sur des parcours psy, SSR, d'anesthésie, de consultation d'anesthésie programmée ou autre. Et à chaque fois, étaient scrutés les usages sur la prévenue, donc des transferts d'informations entre la structure et le patient avant sa venue, au cours de l'admission pour des échanges administratifs ou pour le soin, la prise en charge avec des transmissions vraiment de données de documents de santé, et puis jusqu'à la sortie avec parfois des consignes post-prise en charge et des échanges comme ça vraiment avec les patients. Donc l'idée de ces expérimentations, c'est d'identifier des freins, des leviers pour la mise en place de ces usages, mon espace santé entre professionnels et aussi patients, et de pouvoir justement améliorer la route à suivre pour les prochains établissements. Donc les constats ont été majoritairement qu'il y avait quand même un gros besoin de communication et de sensibilisation des patients qui bien souvent ne connaissaient pas assez mon espace santé et qui devait leur être expliqué, mais aussi d'embarquement des professionnels. Donc, il y a aussi de la sensibilisation des professionnels à faire au sein des structures pour les convaincre à titre professionnel et personnel des intérêts d'utiliser mon espace santé, en tout cas l'échange de données via le DMP et les autres outils Ségur. Le constat aussi, c'était un besoin de documentation simplifiée, de vulgariser, que ce soit pour les professionnels ou les patients. Et donc, c'est ce que nous nous attelons à mettre en place avec le groupement régional, notamment, avec l'assurance maladie aussi. C'est des docs simplifiés, des docs percutantes qui peuvent permettre de bien comprendre les enjeux de mon espace santé. On a aussi identifié le fait qu'il fallait quand même des référents mon espace santé dans les structures pour porter ces sujets en interne, pour les diffuser et puis pour organiser l'accompagnement qui peut être proposé par l'extérieur, par le groupement régional, encore une fois, par la coordinatrice régionale Mon Espace Santé pour la sensibilisation patient. Ce qui nous a amené justement à pouvoir, nous aussi, au niveau régional, définir une offre de service un petit peu plus précise avec Nikita de ce qui peut être proposé justement aux structures dans la promotion de mon espace santé. Je te laisse développer plus avant. Ouais, effectivement, on a constaté que à la suite, de cette expérimentation, il y a peut-être un besoin d'accélérer les accompagnements, puisqu'il y a, ça y est, l'alimentation du DMP est en route, etc., comme tout cela vous l'a été expliqué. Donc, dans une logique de méthode un petit peu pour accélérer cet accompagnement et promouvoir l'outil Mon Espace Santé, on a voulu proposer une offre de service qu'on a divisée un petit peu en 3 volets. Donc, un premier volet communication, un second volet professionnel, destiné plutôt à informer, convaincre et mobiliser les professionnels de santé. Et puis un troisième volet qui est plutôt destiné à être en capacité pour une structure de communiquer auprès de ses usagers et de les accompagner dans l'utilisation et l'activation de mon espace santé. Effectivement, Loïc, tu as parlé de l'identification d'un référent. Dans le volet à la fois communication et accompagnement des professionnels de santé, il est essentiel pour nous d'avoir un référent, un peu mon espace santé au sein des établissements, pour que du coup, il puisse y avoir un lien privilégié, entre guillemets, entre cette personne et nous, pour du coup pouvoir proposer plusieurs actions ou ce qui correspond pour l'établissement et de les organiser et de les cadrer directement avec cette personne. On a à notre disposition du coup des kits destinés aux établissements sanitaires, des kits de communication et des kits qui sont destinés avec des éléments de langage destinés aux professionnels, des éléments de langage destinés aux usagers. Et puis on peut également intervenir sur l'organisation d'événements. Voilà. Je vais peut-être passer, passer la parole à Fanny Oui. pour parler de C'est l'expérimentation ça. auprès des libéraux.
C'est ça, donc avec les mêmes grands objectifs que l'expérimentation donc menée auprès des établissements sanitaires. Un accompagnement sur mon espace santé a été proposé à des structures et professionnels de santé libéraux. Donc on a notamment 2 maisons de santé, un médecin généraliste qui exerce en cabinet de groupe et une officine qui ont intégré l'expérimentation. Le prérequis, c'était que les professionnels de santé disposent d'une version dite Ségur. Donc c'est pourquoi on n'avait pas d'auxiliaires médicaux ou de chirurgiens dentistes à y participer. Toutefois, voilà, on pourrait envisager également d'en déployer une auprès de ce public-là une fois que des logiciels seront disponibles. Donc l'accompagnement, il a débuté durant la période estivale, au mois de juin. Et il est prévu que l'expérimentation prenne fin au mois de janvier. Donc un webinaire bilan sera réalisé au mois de janvier. Donc on relaiera l'invitation en région pour que vous puissiez y participer pour ceux qui le souhaitent. Donc concernant l'expérimentation, elle est donc toujours en cours comme vous l'avez compris, mais d'ores et déjà, nous avons eu l'occasion de, voilà, de pouvoir collecter des premiers retours. Donc notamment sur la qualification de l'INS qui est un préalable à l'alimentation et à la consultation du DMP. On constate que pour les professionnels qui en disposent, eh bien, il y a un réel intérêt de, voilà, de s'appuyer sur son secrétariat pour qualifier les INS, et notamment pour ce qui concerne la demande de carte d'identité. Donc voilà, un des premiers constats. Également, ce qu'on constate, c'est un besoin des professionnels de santé d'accroître la communication autour de mon espace santé auprès des patients. Donc une campagne de communication nationale sur mon espace santé a été réalisée voilà, à 2 reprises, l'année dernière et puis une au mois de septembre-octobre. Voilà, on a bien entendu également cet enjeu-là, donc pareil, on peut vous mettre également à disposition dans vos structures des supports pour pouvoir communiquer en amont de la consultation ou de la visite sur ce sujet. Également, voilà, des professionnels de santé qui ont quand même découvert en consultation des profils Mon Espace Santé qui étaient alimentés notamment voilà, de compte rendu de biologie, de radiologie et de, voilà, de certains VSM, donc plutôt positif. Et on constate également toujours des dysfonctionnements au niveau des fonctionnalités logicielles à améliorer, des messageries sécurisées de santé à mieux intégrer dans les logiciels, voilà, un temps d'alimentation parfois à alimenter pour certaines solutions éditeurs. Donc on continue de remonter en tout cas ces problématiques-là et de pouvoir les travailler avec les éditeurs. Et concernant les cas d'usage en phase de test, voilà, on essaye d'identifier au mieux, en tout cas, ce qui peut être pertinent d'alimenter, de consulter et d'envoyer des messages envoyés aux patients. Donc, concernant l'alimentation du DMP, voilà, on voit qu'il y a les VSM, les volets de synthèse médicaux, les vaccinations, les ordonnances qui ont toute leur pertinence à être alimentées. Pour la consultation des DMP, les premiers retours qu'on a des professionnels de santé, c'est qu'il y a une vraie pertinence à alimenter les DMP et spécifiquement pour les nouveaux patients, les patients en itinérance et puis les patients qui ont des maladies chroniques, qui sont en affection de longue durée. Concernant l'envoi de messages aux patients, c'est une des fonctionnalités pour lesquelles les tests démarrent. Mais voilà, on constate que il peut être pertinent d'adresser certains courriers à ces patients, adresser des conseils par ce canal-là et également pour les officines, ça c'est la petite spécificité, ça permet de mieux gérer et anticiper la commande de médicaments. Et concernant les affichages de mon espace santé, voilà, on est en train de tester les supports de communication nationaux, voir s'ils répondent à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire les retours. Nous, on est toujours preneurs de ces derniers. Et je te Ok. laisse la parole, Nikita, je pense. Ouais, je vois le temps qui défile. On va essayer d'accélérer un petit peu sur l'expérimentation de mon espace santé. Effectivement, donc on va vite. Juste un petit mot sur les expérimentations. Donc actuellement, les candidatures sont ouvertes pour une expérimentation des ESMS autour de mon espace santé. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'ARS et candidater pour tester concrètement les usages de A à Z. Voilà pour l'expérimentation Super. ESMS. Merci Loïc et Nikita sur Ouais, l'expérimentation, de la même l'accompagnement. façon, je vais aller rapidement. Voilà, là, c'est un peu, on voulait vous proposer de vous accompagner du coup dans la promotion de mon espace santé. Donc, on peut partager des kits de communication. On a pas mal de choses. On fait également de l'appui à la méthodologie, voilà, à proposer des projets autour de mon espace santé dans les établissements. On a un rôle d'information des usagers et de sensibilisation des professionnels. Donc, on est là pour vous accompagner. C'est déjà le cas
cas sur plusieurs établissements. Et voilà, donc on se tient à votre disposition de la même façon. Sur la slide suivante, vous avez du coup mes coordonnées. Voilà, donc il y a une nouvelle campagne de communication qui a été diffusée. On a aussi des supports du coup de cette nouvelle campagne de communication qu'on peut vous mettre à disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins autour de la communication, autour d'un accompagnement pour la sensibilisation de mon espace santé. Super. Merci Nikita pour cette présentation sur l'accompagnement. A priori, les questions, on y répond dans le chat. On passe maintenant à la partie cyber avec, vous le voyez hein, sur la carte, le projet renforcement de la cybersécurité en région Bretagne qui est très bien lancé au niveau régional. Donc une très bonne dynamique. Des exercices de crise qu'on démarré au niveau des établissements sanitaires. Il y a quand même des alertes à relever, hein, notamment sur la capacité à faire pour certaines structures. Euh, un manque de capacité RH dans les établissements de santé, mais également au niveau du ARS, grade, ce qui peut limiter la mise en place d'actions, mais qu'on essaie malgré tout de réaliser. Pour la suite, un point sur justement ces objectifs cybersécurité. On va essayer d'aller rapidement. Concernant l'objectif principal, qui était la réalisation des exercices de crise au niveau des établissements sanitaires, à ce jour, il y a 18% des établissements qui ont réalisé un exercice à fin mai 2023. C'était le premier objectif à atteindre. Le rappel, c'était pour cible, c'était 25% à mai 2023. Donc, ce n'est pas un objectif qu'on a forcément atteint, mais on est à 18. C'est pas trop mal. Sur la réalisation des exercices de crise sur 2023, pour le moment, on est à 75% au niveau des OSE. Je rappelle, un OSE, c'est un établissement porteur au niveau du GHT. Et au niveau de tout établissement confondu, on est à 40%, avec une grande majorité des exercices de cybersécurité qui doivent se dérouler d'ici fin d'année, hein, puisque on attend, euh, on attend les éléments de preuve pour chaque établissement au 15 décembre 2023. Donc, je rappelle le financement, hein, 3 800 euros pour un établissement qui a fait intervenir un prestataire pour réaliser l'exercice. La date limite de transmission des éléments de preuve, 15 décembre 2023. Et concernant les exercices qui ont été cyberattaqués, ne sont pas exemptés, mais ils peuvent reporter la réalisation de l'exercice le temps que la situation au niveau SI revienne à la normale au sein de leur structure. Et ils ont l'obligation également de réaliser un rétex de cyberattaque. Quelques indicateurs: 46 exercices de crise réalisés à date, un peu plus de 100 000 euros de financement accordé. Et puis, la grande majorité des exercices de crise qui sont planifiés d'ici le 15 décembre, et 13 établissements dont on n'a pas eu de retour. Sur l'indicateur qui concerne les établissements OSE qui sont obligés de réaliser des audits cybersurveillance et ADS, on a une très bonne participation. 100% des établissements qui ont réalisé un audit ADS sur 2023. 87,5% des établissements OSE qui ont réalisé un audit de cybersurveillance, c'est-à-dire 7 sur 8 des établissements concernés. Donc voilà, en termes de difficulté, un manque de lisibilité entre les audits cybersurveillance et Silène. Il y a de temps en temps des confusions. Et puis une absence de levier réglementaire hein, pour appuyer la nécessité des audits. Mais en général, au niveau des établissements OSE, ils sont assez sensibilisés par rapport à ça. Bonne relation au niveau des réussites entre l'ARS et les établissements, et puis un très bon support de l'ANSSI et du CERT Santé. En termes d'indicateurs, on est à presque 1,5 million maintenant perçus par les établissements OSE sur les audits ADS et CERT depuis 2021, et pratiquement un tiers de ce budget sur 2023. Avant-dernier indicateur, le remplissage de l'OPSIS, dont tous les établissements sanitaires ont l'obligation de réaliser. Donc 100% des établissements OSE ont
rempli l'objectif et c'est atteint sur 85% des établissements sanitaires hors OSE. Donc, très bonne participation. Vous le voyez, hein, on est en vert au niveau des graphes nationaux. Euh, les difficultés, c'est la remontée euh, dans l'alimentation de l'OPCS, notamment la part du budget numérique sur le budget global de l'établissement. Il y a certaines structures qui avaient du mal à identifier quelles sont les actions qui rentrent dans cette part. Voilà, néanmoins, bonne participation des établissements. Un petit effort à faire d'ici fin 2023 pour atteindre les 100%, mais on va continuer justement à vous accompagner sur ces points-là. Euh, et on espère bien atteindre les 100% d'ici fin d'année. Rappel, hein, concernant la part du budget numérique sur le budget global de l'établissement, elle correspond simplement à celle qui est renseignée dans le cadre de l'enquête SIH-RTC, qui est renseignée par votre structure tous les ans. Donc, j'ai envie de dire, il suffit de faire entre guillemets un copier-coller et c'est fait. Je laisse la parole à Michael qui va vous expliquer justement le centre de ressources et l'offre que peut accompagner le grade GCSI Santé Bretagne. Merci Lionel. Alors bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu la démarche régionale d'accompagnement à la cybersécurité, surtout ce qui se fait aujourd'hui. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une partie où on fédère, on forme et on sensibilise tous les acteurs de la région. Donc, qui veut dire un comité régional SSI qui va permettre de faire émerger des besoins, de former donc à des webinaires et des ateliers, et aussi à sensibiliser sur une partie un petit peu plus complexe du type phishing ou e-learning pour pouvoir se rendre compte un petit peu des difficultés sur le côté cybersécurité. Et puis, on a toute une partie qui permet, suite à ça, de pouvoir se préparer et réagir. Donc, suite aux exercices de crise, de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un PCA-PRA, donc un plan de continuité de reprise d'activité et de reprise d'activité, qui vont permettre justement de vous préparer en cas d'attaque, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri d'une cyberattaque et surtout de pouvoir réagir, donc c'est-à-dire de pouvoir fonctionner en mode dégradé sans avoir de difficultés. Ensuite, une partie innovation qui émerge justement de toute cette partie fédération avec les RSSI qui a pu créer un beau projet qu'on appelle le projet Balise, qui va être quelque chose qui va émerger de tout ça. Quelques indicateurs, une journée cyber régionale qui a été dit par Lionel en tout début, qui est le 12 décembre, qui va permettre un petit peu de discuter autour de toutes ces convergences. Cette année, on a eu 3 comités RSSI qui a permis aussi de discuter de tous ces plans d'action qui ont été mis aujourd'hui à jour, hein. Et sur les parties sensibilisation, c'est 100 établissements sensibilisés sur le terrain. Donc, on a accompagné déjà dans une première partie pour pouvoir leur présenter en fait un plan de sensibilisation et 23 721 personnes sensibilisées à des plateformes numériques. Donc là, on est sur tout ce qui est le phishing et le e-learning. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe SSI e-Santé Bretagne. On est là pour discuter avec vous, donc déjà de partir sur un point de départ. Et voilà. Je te rends la parole, Lionel. Merci, Mickaël. On passe maintenant aux objectifs 2024, parce qu'on ne va pas vous laisser tomber comme ça au niveau cybersécurité, surtout au niveau cybersécurité, hein, c'est la priorité number one 2024, très clairement, avec 3 grands objectifs. Intégrer la cybersécurité dans la stratégie de gouvernance des établissements, chose qui n'a jamais été faite pour le moment. Renforcer la résilience des établissements et garantir la sécurité opérationnelle des établissements. J'imagine que ça parle à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc, je vais essayer d'aller vite et
voilà, de préciser le premier objectif, intégrer la cybersécurité dans la stratégie de gouvernance des établissements. C'est quoi la stratégie de gouvernance des établissements? C'est simplement donner des objectifs aux directions générales. Comment est-ce que nous, ARS, on va pouvoir donner ces objectifs-là aux directions générales des établissements sanitaires pour le moment, hein, je précise bien, bah, via les CEPOM. Donc, la cible à mi-2024, c'est que 100% des CEPOM contiennent une trame d'objectifs cyber, bien sûr en adéquation avec le contenu des objectifs régionaux, les travaux du programme CARE dont vous avez certainement entendu parler, qui n'est pas encore tout à fait ficelé, mais dont on vous parlera dès qu'on aura le programme bien ficelé au niveau national. Et puis, euh, le second objectif concernant la stratégie de gouvernance des établissements, ça va être simplement de remplir l'OPSIS, chose que vous avez l'habitude de faire puisque vous l'avez très bien réalisé sur 2023. Donc, on continue de remplir l'OPSIS pour tous les établissements sanitaires et voilà, sachez que c'est un des objectifs qui sera fixé dans le cadre du domaine 1 du programme CARE qui va bientôt arriver. Sur l'objectif numéro 2, renforcer la résilience des établissements. Qu'est-ce que c'est que renforcer la résilience des établissements? Finalement, c'est continuer à réaliser des exercices de crise cyber annuels. Les cibles à 2024, c'est 100% des OSE qui ont réalisé un premier exercice de crise cyber à fin 2023 et 70% des autres établissements sanitaires qui ont réalisé un exercice de crise à mi-2024. Donc, on continue la réalisation annuelle des exercices de crise. On va lancer la pratique dans le secteur médico-social avec des exercices de crise qui doivent être réalisés à mi-2024 auprès d'organismes gestionnaires sur le périmètre MSA, PA, PH et domicile. Ces organismes, il faut qu'ils soient financés sur l'appel à projet ESMS numérique sur 2021 et 2022. Donc, c'est bien précisé quel type d'organismes peuvent réaliser ces exercices de crise au niveau du médico-social. Et donc là, on va essayer de travailler justement avec Géraldine et puis Sylvaine au niveau du GCS pour identifier ces établissements et les accompagner à réaliser ces premiers exercices de crise sur le secteur médico-social. Au niveau régional, mais là, c'est plus un objectif ARS, on a l'obligation, nous, ARS, d'organiser ou en tout cas de prévoir sur 2024 un exercice de crise au niveau régional. Alors, ça ne va pas impliquer les établissements de santé, ça va uniquement impliquer les cellules de crise ARS et préfecture. Voilà, c'est des exercices de crise finalement pour nous également. C'est bien d'en mettre pour les établissements de santé, mais il faut que nous, préfecture ARS, on soit également habitués à réaliser et à accompagner les crises sanitaires, notamment les crises cyber. Et puis, Michael, vous en a parlé tout à l'heure. Promotion, mise à disposition du kit PCA, PRA, dont l'expérimentation a déjà commencé auprès de certaines structures. Il y a 2 établissements bretons qui font partie de cette expérimentation. Et donc, une fois que ce kit sera disponible au niveau national, et bien sûr, on reviendra vers vous, établissements sanitaires et médico-sociaux, pour vous transmettre simplement ce kit. Le troisième objectif, garantir la sécurité opérationnelle des établissements avec notamment la mise en œuvre du programme CARE sur l'année dès le début 2024. Hein. Ça risque même de commencer un petit peu avant début 2024, où là, en fait, on n'a pas objectif d'embarquer sur ce programme 100% des GHT et 70% des établissements publics hors GHT et établissements à but non lucratif. Donc voilà, en gros, cet objectif, il a principalement pour action d'embarquer tous les établissements sur le programme CARE. On continue également les audits des Active Directory au niveau des établissements OSE.
porteurs de GHT et les audits d'exposition sur Internet. Hein, c'est les deux accès qui sont les plus vulnérables au niveau cyberattaque. Donc, audit sur les annuaires techniques et audit d'exposition sur Internet. Via l'ANSSI et sur le programme CARE, l'audit Silène va certainement évoluer. Ce sera plutôt une offre industrielle qu'on va vous proposer. Et enfin, donc là, l'objectif, il est pour nous, ARS Grade. On va s'efforcer de poursuivre le renforcement de l'offre au niveau du centre de ressources cybersécurité. Donc très clairement, le centre de ressources cybersécurité, comme vous l'a expliqué Michael tout à l'heure, il est porté par le Grade. C'est un accompagnement, c'est une offre de service qui est disponible pour vous, établissements sanitaires et médico-sociaux, pour tous les adhérents du Grade e-Santé Bretagne. Et bien sûr, le but, c'est de continuer à étoffer cette offre et, entre autres, hein, de vous accompagner sur le programme CARE. Pour tous les établissements qui seront engagés sur le programme CARE, l'objectif, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée avec vous dans les meilleures conditions. Il y a quelques questions. On va peut-être... Oui, ok, on y a déjà répondu. Le bilan complet, la synthèse des résultats de la région sur ces années 1 et 2, donc 2022-2023, tous les feux sont ouverts, hein, donc j'ai envie de vous dire bravo, merci, merci d'avoir été, de nous avoir, vous aussi, accompagnés sur le programme Ségur, sur la partie cybersécurité. Donc voilà, concernant Ségur et Service Socle, très fort engagement de l'écosystème au niveau régional, hein, dans le déploiement des services, des référentiels socles. Une fin de déploiement encore à sécuriser, en particulier sur certains domaines, la biologie, la radiologie, le secteur médico-social. On l'a vu avec ce que nous ont décrit tout à l'heure Sylvaine et Géraldine, et des initiatives terrain à saluer, hein, notamment sur les expérimentations Mon Espace Santé, l'INS et Sentinelle. Au niveau des usages numériques, on note concrètement une dynamique de progression de l'alimentation Mon Espace Santé, qui est alignée, comme le précisait Nikita, avec la moyenne nationale. L'atteinte des cibles d'usage qui est encore à consolider dans le secteur sanitaire, notamment avec le programme SONES et notamment sur la fenêtre 4. Donc des efforts à maintenir malgré les difficultés. Le but, voilà, c'est dynamiser cette progression dans le secteur sanitaire, mais également et surtout sur le secteur médico-social. Enfin, sur la partie cybersécurité, très bonne dynamique régionale, hein. On a vu les chiffres. Il y a encore beaucoup d'exercices de crise à réaliser. Et puis, les objectifs 2023 qui sont majoritairement atteints côté OSE, hormis notamment le CHRU de Brest, qui n'a pas pu réaliser ces exercices de crise suite à la cyberattaque. Et puis voilà, encore quelques difficultés RH à renforcer, notamment au niveau des établissements de santé et du grade. Les prochaines étapes, très rapidement. Quels sont les objectifs pour l'année 2023-2024? Niveau cybersécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la priorité number one, hein. Donc, programme CARE, c'est la priorité number one en année 3, en lien avec les objectifs CEPOM dont je vous ai parlé tout à l'heure et le lancement du programme CARE. Concernant le Ségur et les services socles, on garde cette priorité en tenant compte des jalons 2023-2024. L'objectif maintenant, ça va être d'accélérer la mise en œuvre des services socles Ségur, INS, DMP, MSS sur l'ensemble des couloirs. Et pourquoi accélérer la mise en œuvre de ces services socles? Eh bien, pour le troisième objectif, l'usage numérique. Le but, c'est pas forcément enfin, c'est un des buts, mais le but, c'est pas forcément qu'on soit tous le but recherché, c'est pas qu'on soit tous compatibles Mon Espace Santé, c'est qu'on soit compatible Mon Espace Santé pour
justement alimenter mon espace santé avec le maximum de documents qui concernent le patient et donc des usages à mettre en place maintenant que tous ces prérequis techniques sont majoritairement déployés ou en tout cas en passe de l'être. Donc, intégrer les services socles dans le process et usage du quotidien des professionnels de santé, travailler avec vous justement sur les usages et les parcours territoriaux euh, pour cloisonner et puis partager tous ces documents et puis promouvoir l'usage de mon espace santé, comme nous l'ont expliqué Loïc et Nikita tout à l'heure, auprès des professionnels de santé et des usagers. Pour ça, il y a ce bilan qu'on a fait aujourd'hui et qu'on vous a présenté. Maintenant, il va y avoir de notre côté une certaine prise de hauteur à prendre par rapport à ce bilan. Et l'objectif, on va dire d'ici mi-janvier 2024, c'est voilà, de définir un séquencement des actions qu'on a à réaliser sur 2024 en relation avec les objectifs qui nous sont imposés par le national. Et on va continuer le travail qu'on a lancé avec cette task force tripartite ARS grade assurance maladie, mettre en place justement par rapport au bilan qu'on a sorti aujourd'hui les différents chantiers thématiques qui vont nous permettre d'approfondir la trajectoire régionale qui va nous mener à la rédaction d'une feuille de route régionale par objectif. Tout ça, bien sûr, va être réalisé en prenant en compte la situation terrain, à la fois quantitative, qualitative, les points forts, les pistes d'amélioration, les bonnes pratiques, les besoins d'appui particuliers. Et puis, on continue de toute manière de se synchroniser avec la trajectoire nationale, notamment en termes de macro-planning, les jalons, les prérequis. Je ne sais pas qui devait présenter cette slide, je ne sais plus. En tout cas, voilà, tous les acteurs régionaux qui sont là pour vous accompagner, à la fois vous, établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, professionnels de santé libéraux, euh, sur les différentes parties, hein, Ségur, service socle, alimentation de mon espace santé, cybersécurité. Donc avec l'ARS qui met en place un pilotage régional, notamment la feuille de route, euh, qui gère le pilotage des financements des programmes, le groupement régional e-santé Bretagne qui est là pour vous accompagner sur la sensibilisation, sur la mise en place opérationnelle des programmes Ségur, des programmes ESMS numériques au niveau des structures sanitaires et médico-sociales, l'assurance maladie qui pilote et qui accompagne la mise en œuvre du Ségur auprès de l'ensemble du secteur libéral, et puis le collectif SI médico-social hein, qui est bien sûr présent pour animer la montée en maturité numérique des établissements médico-sociaux. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. On a bien dépassé et j'en suis désolé, je vous présente toutes mes excuses. Euh, on se laisse peut-être 5 minutes si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a présenté. De toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter on va vous transmettre toute la présentation qu'on a réalisée. On va vous transmettre également, on a copié-collé toutes les questions que vous avez postées dans le chat. Euh, on s'obligera à y répondre et à vous transmettre les réponses en même temps que la présentation. On devrait faire ça d'ici semaine prochaine euh, avec toute la task force qui vous a présenté ce bilan. Merci à vous, merci à vous tous, hein, établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels libéraux. Merci également à toute cette équipe qui a bien travaillé pour vous présenter ce bilan. Je sais pas s'il y a des On questions a répondu un complémentaires. peu au fur et à mesure dans le chat, donc Ouais. il me semble. Ok. Eh ben, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci à tous.
et on revient très vite vers vous avec la présentation et puis les réponses à vos questions. Bon week-end, très bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes nos coordonnées dans le support qu'on vous transmettra. Merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.